Plaisir d'être là parmi nous. Et puis voilà, j'espère qu'on va avoir une très bonne session, que nous allons beaucoup partager et apprendre surtout les uns des autres. Donc aujourd'hui, ce sera sur la connaissance de soi et le leadership. Et voilà, je redonne la parole à professeur Alimatou. Merci. Merci beaucoup, Maïmouna. Maïmouna, elle ne s'est pas présentée, elle va le faire tout à l'heure. Elle est expert consultante en développement personnel et professionnel, expert certifiée qui travaille avec beaucoup d'organismes. C'est d'ailleurs ce qui nous a permis de la rencontrer, de la connaître. Voilà, on va donc partager l'agenda de cette session, qui est la troisième et qui va porter sur leadership et connaissance de soi. Céline, je peux peut-être partager mon écran directement. Ça. Je vais partager mon écran. Ah, j'y arrive pas. Tous les participants. Donc, la dernière fois, la première session nous a permis de parler euh, c'était l'introduction au leadership. Ensuite, nous avons eu une deuxième session qui a porté sur euh, les styles de leadership. Je pense que c'est une session aussi qui avait eu beaucoup de succès. Et aujourd'hui, Maïmouna nous propose de parler de leadership et connaissance de soi. Donc, je m'en vais partager l'agenda du jour. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Oui, Et 5 sur Voilà. 5. Donc, comme toujours, hein, je vais jouer le rôle de facilitateur. Maïmouna, qui est notre coach certifié en développement personnel et professionnel, va être l'expert. Et puis, nous avons l'équipe IT, l'équipe, en tout cas, ECO, qui est là pour nous accompagner. Donc, la session, ce sera comme d'habitude, présentation des participants. Nous sommes déjà une quarantaine, donc nous allons pouvoir commencer. Ensuite, nous allons donner la parole à Maïmouna qui va introduire le sujet du jour. Puis, certainement que nous passons à la session des témoignages. Ensuite, nous aurons une discussion ouverte sur la connaissance de soi et le leadership. Puis, elle fera sa présentation et il y aura encore à nouveau des échanges avec les participants. Donc, les règles de base de nos sessions, c'est qu'on vous recommande de fermer votre micro lorsque vous ne parlez pas, de garder votre vidéo allumée tout au long de la session. Bien sûr, lorsque vous prenez la parole, merci de penser à vous présenter. Et puis, si vous voulez poser une question, n'hésitez pas à lever la main ou à utiliser les fonctions de Zoom. Si jamais vous avez un souci de connexion, vous pouvez toujours envoyer un message sur le groupe WhatsApp. J'espère que vous êtes tous déjà enregistrés. Et pour les certificats, on en parlera, je pense, à la fin, lorsqu'on aura épuisé
les thématiques qui seront abordées. Et voilà, donc voilà les quelques diapos que je voulais partager avec vous. Maïmouna, est-ce que tu veux commencer pour partager ton écran ou je te laisse en tout Oui, cas pour diriger oui, cette session? merci beaucoup. Merci Merci. beaucoup, professeur Alimatou. Donc, sans tarder, je vais partager mon écran. Alors, j'ai un petit souci, je trouve pas le... Le partage, c'est une petite flèche verte Oui, qui oui, veut. oui, j'ai vu le partage. Par contre, je vois pas pourquoi je vois pas en fait les diapos alors que je les avais ouvertes. Donc, je Faudrait regarde à peut-être nouveau. la fenêtre. Sinon, si tu veux, je peux chercher tes diapositives et les partager. Euh, oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pour qu'on puisse gagner du temps. Je pense que tu me les avais envoyés. Donc, Maïmouna, aujourd'hui, on va parler de connaissance de soi. Oui, tout à fait. Nous allons parler de la connaissance de soi, donc, puisque là, on va parler de cette notion de comment améliorer son leadership. Et lorsqu'on parle de comment améliorer son leadership, on entre dans une dynamique d'amélioration continue de soi. C'est un peu comme dans les entreprises, hein, quand on parle de qualité dans les entreprises, il y a toujours cette notion d'amélioration continue, puisqu'on part du principe que nous ne sommes pas parfaits, donc nous avons toujours une marge d'amélioration. Et nous allons donc justement expliquer pourquoi la connaissance de soi est très importante pour pouvoir permettre de s'améliorer. Voilà. Donc Est-ce voilà que tu vois le. les diapositives? Merci beaucoup pour le partage. Voilà, donc on peut s'arrêter sur cette diapo. Donc un bon leader doit être dans une démarche d'amélioration continue, puisque justement ça va nécessiter de régulièrement se remettre en cause et d'essayer de travailler sur soi. Et dès qu'on commence à travailler sur soi, nous allons entrer également dans la connaissance de soi. Alors, les prérequis, c'est beaucoup d'humilité, de volonté et de courage. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que déjà, pour se remettre en cause, cela demande une certaine dose d'humilité. Et puis aussi, pour vouloir travailler sur soi, cela demande beaucoup de volonté et de courage, parce qu'il est souvent beaucoup plus facile de regarder ce qui ne va pas chez les autres, mais accepter de regarder à l'intérieur de soi ce que l'on doit améliorer et travailler sur soi, souvent c'est beaucoup plus compliqué. Donc, je vais vous donner un exemple pour illustrer. Euh, Aujourd'hui, dans les entreprises, il y a des entreprises qui font ce qu'ils appellent le feedback des supérieurs hiérarchiques. Donc, ils permettent aux collaborateurs d'évaluer le style de management de leurs supérieurs. Et donc, nous avons eu l'occasion souvent de participer à ce genre d'exercice en tant que facilitateur. Et alors, je vous donne un cas, enfin un exemple hein, qui revient souvent. Par exemple, des collaborateurs qui vont dire que leur supérieur n'est pas suffisamment à l'écoute. Alors, bien sûr, hein, quand on fait cet exercice, on demande toujours aux collaborateurs de venir avec des exemples concrets, parce qu'on ne doit pas rentrer dans du subjectif, afin aussi que le supérieur puisse bien comprendre. Mais on se rend compte très souvent que lorsqu'on fait cet exercice, bon, le chef de service a parfois beaucoup de mal à recevoir la critique aussi. Hein, il a parfois tendance à se braquer, etc. Donc cela demande une certaine humilité de s'ouvrir déjà à la critique et ensuite, une fois qu'on l'a accepté, changer une habitude qui est déjà ancrée pour mettre en place une nouvelle habitude, ça demande beaucoup d'efforts et beaucoup de volonté. Parce que très souvent, les anciennes habitudes ont toujours tendance à revenir. C'est pour ça que je parle d'humilité, de volonté et de courage. Mais ce n'est pas impossible.
Et si on veut vraiment s'améliorer dans son leadership, je dirais même que c'est fortement recommandé. Est-ce que je peux avoir la diapo suivante, s'il vous plaît? Alors, quand on parle de connaissance de soi, comment est-ce qu'on accède à cette connaissance de soi? Alors déjà, en se posant des questions. Alors, on peut se poser des questions déjà à soi-même, hein, c'est-à-dire on peut faire son auto-analyse et on peut aussi poser des questions à son entourage. Donc, demander aux personnes, cela peut être nos collaborateurs, nos collègues, même le supérieur hiérarchique, euh, essayer de savoir quels sont nos points forts, quels sont nos points à améliorer, tout en faisant toujours attention aussi de se tourner quand même vers des personnes qui sont dans la bienveillance et qui sont très objectifs. Parce qu'il faut toujours faire attention aussi qu'on ne critique pas pour le plaisir de critiquer, que ce soit vraiment fondé. Et donc, cela permet d'identifier à améliorer. Et aussi, dans cette identification des points forts et des points améliorés, on se base beaucoup sur les résultats que nous pouvons observer. Donc, je donne un exemple. Si, par exemple, si je suis une personne et que je me rends compte que j'ai souvent des problèmes relationnels avec les gens, donc ça peut être au niveau professionnel, ça peut même être en dehors du domaine professionnel, à un certain moment, il faut quand même que je me pose la question, est-ce qu'il n'y aurait pas des choses que je dois améliorer à mon niveau aussi, hein? Donc, est-ce que je ne suis pas aussi une part du problème? Donc, c'est ça aussi, c'est-à-dire on va regarder les résultats. Quand les résultats sont satisfaisants, ça veut dire en général que nous sommes plutôt dans des points forts, mais quand les résultats ne sont pas les résultats que nous souhaitons obtenir, cela suppose qu'il y a un travail à faire sur soi-même. Et puis se former, s'informer. Aujourd'hui, il y a beaucoup de formations pour tout ce qui concerne le développement professionnel, le développement personnel. Il y a énormément d'outils qui sont mis à disposition et qui permettent aussi de mieux se connaître. Donc voilà un petit peu l'introduction que je souhaitais faire par rapport à la connaissance de soi. Et j'aurais aimé maintenant qu'on puisse avoir quelques témoignages puisque vraiment ce qui est très important dans ces sessions-là, c'est surtout d'avoir des témoignages du vécu, des cas pratiques. Donc, avoir des témoignages de personnes qui ont eu justement à travailler sur elles-mêmes, à entrer dans cette démarche d'amélioration continue et qui ont vu à travers cette démarche qu'il y a eu une amélioration de leur leadership. Donc, professeur Alimatou, je vous redonne la parole. Oui, merci beaucoup, Maïmouna, pour ces quelques mots d'introduction. Donc, nous avons compris qu'aujourd'hui, c'est de l'introspection que tu nous demandes de faire. On essaye de voir, on se pose des questions, on essaie d'identifier nos points forts. C'est facile. Nos points à améliorer, c'est beaucoup plus difficile parce que on a tendance à toujours bien se voir, à penser que le problème, c'est les autres, c'est jamais nous. Et comme tu l'as dit, aujourd'hui, il est possible de se former, il est possible de s'informer et d'échanger. Je crois que l'exercice que nous voulons faire dans le cadre de ces formations Eco, Gender et Leadership, c'est vraiment pouvoir partager entre nous nos expériences. Je sais que c'est pas très facile parce que je crois que aussi c'est ça le problème du genre, Maïmouna, parce que c'est donner un peu une part de soi à des gens qu'on connaît pas forcément, qui sont là, tous connectés. Nous, on est content d'être 58 personnes connectées. J'en connais beaucoup parmi ceux qui sont connectés. Je voudrais dire bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre. Je vois qu'il y a professeur Aïda Silla, qui est la directrice des affaires sociales et du genre. Euh, j'ai vu aussi qu'il y avait, je crois, professeur Soukey Dia. Bonjour à toutes les personnes et tous les hommes qui nous supportent et qui sont avec nous. Juste rappeler quand même que cette plateforme, c'est avant tout une plateforme pour les femmes. Donc, on va considérer que les hommes qui viennent, ils sont là pour nous accompagner, pour nous permettre de, voilà, de mieux
d'améliorer le leadership des femmes. Alors, la question que Maïmouna pose est la suivante. Est-ce que parmi la communauté de gens qui est connectée, est-ce qu'il y en a qui voudraient partager, partager quelques mots avec nous, quelques expériences? Je pense qu'aujourd'hui, Maïmouna, je vais commencer par moi-même en attendant que des mains se lèvent. Parce que en discutant avec professeur Fatsam Bandia, il m'a dit, mais Alimatou, pourquoi toi-même tu te présentes? Tu ne présentes pas quelque chose? Je dis, mais moi, je suis censée faciliter. Je ne suis pas là pour vendre Alimatou. Mais à la réflexion, elle a raison. Et je vais peut-être, s'il n'y a pas de main levée, est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose avant qu'on ne commence? Je ne vois pas de main levée. J'ai vu quelques émoticônes qui sont passés ça et là. Bon, allez. Donc aujourd'hui, c'est moi qui de parler un tout petit peu de moi-même et de ce que j'ai eu euh, comme petite expérience que j'aimerais partager avec la communauté. Est-ce qu'avant que je ne partage mon écran, quelqu'un veut dire un mot sur la connaissance de soi? Professeur Maguette Silagnan. Alors, il y a des noms que je vais appeler tout le temps parce que ce sont mes chers maîtres. Professeur Awa Omar Touré, euh, professeur Marie-Édouard Faye. Est-ce que quelqu'un veut prendre et dire un mot? Ou alors on va aller directement sur la présentation que je vais vous faire de ma petite personne. J'espère ne pas vous ennuyer. Alors, comment je fais? Voilà. Maintenant, sur le Zoom. Cédina, tu peux m'aider? Ah bon. Non, non, c'est bon. Je suis. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de parler de moi-même. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui? C'est bon? L'écran est visible? Oui, tout à fait. Oui, je vois votre écran, professeur. Voilà, donc je vais expérimenter l'outil qu'on a développé, intitulé Mon expérience en leadership. Alors moi, je pense que vous me connaissez pour m'avoir vu depuis, enfin, pour ceux qui ne me connaissaient pas avant. J'envoie des messages un peu partout pour vous engager dans la communauté que je viens de créer, qui s'appelle Eco SN Gender Equity and Leadership. Niabali, tu peux fermer ton micro? Merci. Ensuite, avant ça, au préalable, j'avais développé une autre plateforme Eco Labo Bonne Pratique, et je suis responsable du laboratoire de référence du VIH-Sida qui se trouve à Baslan. Alors, présentation personnelle rapide. Euh, D'abord, je suis une militaire, je suis élève, j'ai été élève de l'école militaire de santé. Ça date, hein, je ne vais pas dire que depuis quand, parce que ça permettrait peut-être à ceux qui ne le savent pas de connaître mon âge. On va juste retenir que pour l'heure, je crois que j'ai gravi tous les échelons. Je suis pharmacien colonel du service de santé des armées. J'ai eu la chance d'avoir été reçue au concours d'interne des hôpitaux, donc je suis ancien interne des hôpitaux, et j'ai été recrutée à l'université comme assistante en 2007. En 2014, j'ai réussi au concours d'agrégation en bactériologie virologie et je travaillais à l'hôpital Aristide Le Dantec. J'ai toujours tendance à conjuguer au présent parce que pour moi, le Dantec, c'est ce que je vis tous les jours. Donc, entre 2002 et 2022, d'abord comme assistante de recherche
avant d'être recrutée comme assistante à l'université. Ma spécialité, c'est vraiment la biologie moléculaire appliquée aux agents microbiens, bactériaux, viraux. Et j'ai été responsable de la plateforme de séquençage pendant longtemps. Et depuis 2008, le labo est accrédité OMS pour le séquençage du VIH et nous avons été accrédités ISO 1589, ISO 1590 en 2015. Pourquoi je parle de ces accréditations? Parce que vous allez comprendre que j'ai grandi dans un environnement de qualité. Et pour nous autres personnels de laboratoire, lorsqu'on parle d'accréditation, on a atteint le sommet. Parce que ça veut dire qu'on a une reconnaissance au plan international que ce que nous faisons, nous le faisons aussi bien que nos collègues qui sont basés en Europe, aux États-Unis. En tant que militaire, cette date est importante pour moi, c'est qu'en 2015, j'ai été nommée responsable de la division logistique au niveau. Et en 2016, j'ai été nommée responsable de l'unité de biologie moléculaire au niveau de l'hôpital. Alors, qu'est-ce que je vais vous... Quels sont les objectifs de la présentation d'aujourd'hui? Alors, je voudrais juste d'abord parler de comment est-ce qu'il a fallu que je gère la séparation avec mes patrons. Parce que comme je vous l'ai dit, pendant plus de 15 ans, j'ai été dans une équipe, j'avais des patrons qui, en tout cas, à un moment donné, nos chemins se sont séparés, mais j'entretenais toujours des relations avec ces patrons, mais également avec l'hôpital et le service de santé des armées. Deuxième élément, c'est comment gérer ma position comme responsable de laboratoire. Parce que j'avais été pendant une quinzaine d'années second, pharmacien, assistant. Je gérais derrière ma patronne et d'un coup, je me retrouvais responsable de laboratoire. Et troisième élément, comment maintenir le standard de qualité dans un laboratoire accrédité. J'avoue que on va dire que ça a été les 3 points majeurs, je peux dire, qui ont orienté ma vie, en tout cas depuis ces 10 dernières années. Alors, le contexte, je crois qu'on vient de le comprendre. J'avais les patrons actuels qui étaient le service de santé des armées, en particulier le directeur. J'étais dans le top management parce que j'étais chef de division. En même temps, j'étais responsable d'unité au niveau d'un laboratoire donc à l'hôpital Aristide Le Dantec et nous avions en tout cas sous l'autorité de professeur Awa Oumar Touré qui gérait le groupe d'aide au diagnostic, nous avions également souvent besoin de faire des réunions de coordination. Et puis, j'avais mes patrons de IRSF, avec lesquels j'essayais d'entretenir encore des relations parce que le patron, il est patron pour la vie. De temps en temps, il vous convoque pour des réunions où il vous confie une conférence à faire. Et il fallait gérer tout ça. Et le plus drôle, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait réunion de GAD à Le Dantec, il y avait aussi réunion IRSF. Et donc, voilà, comment arriver à allier, ne pas s'absenter aux réunions de GAD où j'avais mon mot à dire et peut-être pouvoir aussi être présente à IRSF, en même temps pouvoir satisfaire mes patrons des armées. À côté de cela, il fallait gérer une unité de biologie moléculaire dont je vous ai dit qu'elle était une unité qui était aux standards internationaux depuis pas mal de temps. Et il se trouvait qu'avec la séparation, en fait, ce n'était plus vraiment un service parce qu'on était arrivé à être 3 ou 4, alors qu'avant, on était une vingtaine. Et du jour au lendemain, on se retrouvait sans moyens. J'en parle
Je pense qu'il y a beaucoup d'entre ceux qui sont connectés qui connaissaient le laboratoire de bactériologie, virologie du temps où c'était dirigé par le professeur Suleiman Bou. Quand on manquait de quelque chose à l'Odantec, on allait le chercher au labo de bactérioviro. Quand il n'y avait pas Internet, on allait chercher au niveau du laboratoire. On va dire que c'était vraiment une structure qui avait réussi, en tout cas, à amener les standards vraiment à un niveau extrêmement élevé, parce que c'est une structure qui arrivait à gérer énormément d'argent, parce qu'il gérait énormément de projets de recherche et de collaboration. Et du coup, quand il y a eu la séparation, ben, le personnel qui n'était en réalité pas un personnel étatique, ben, ce personnel est parti. Donc, on se retrouvait à devoir maintenir un niveau de standard avec une équipe qui n'existait plus et il n'y avait plus de moyens. Donc, les défis auxquels j'étais confrontée, c'était comment pouvoir manager, organiser un planning de travail qui me contentait mes patrons, comment arriver à rééquilibrer justement les forces de ces patrons, savoir que, voilà, revenir dans la réalité, de savoir que je ne suis pas à IRSF, mais que je suis bel et bien à l'Odantec, dans l'environnement qui n'était pas des meilleurs. Et je dois dire qu'à un moment donné, même, j'ai eu des possibilités de quitter. Des ONG vraiment qu'on ne refuse pas m'avaient proposé, mais je me disais, je ne peux pas quitter maintenant. Et ça m'a ramené, quand je faisais cette diapo, ça m'a ramené à quelque chose. C'est que quand j'ai réussi au concours d'agrégation, un de mes maîtres m'a dit, c'est maintenant que le travail commence. Je me disais, mais de quoi il parle? Comment ça, c'est maintenant? On a passé 6 ans, 7 ans à essayer de faire des publications, à essayer de nous mettre dans un moule, à réussir à l'agrégation. Et il me disait, c'est maintenant que le travail commence. Et je dois dire que les 15 dernières années ont vraiment prouvé que c'était là que je devais maintenant prouver que j'étais capable de relever les défis en termes d'organisation, mais également relever les défis en termes de qualité dans ce que nous faisions. Et un élément important, c'est qu'il fallait que je sache définir les priorités. Qu'est-ce qui était urgent? Et qu'est-ce qui était important? Comment faire la différence? Quand les gens vous sollicitent, ce qu'ils veulent, c'est que vous arriviez tout de suite à donner un résultat. Et là-dedans, je vous dis, il y avait tout le temps des conflits d'agenda. Il fallait pouvoir faire la différence entre ce sur quoi il fallait vraiment, en tout cas, commencer tout de suite, c'est-à-dire définir les urgences. Alors, quelles sont les interventions et les stratégies qui ont été mises en œuvre? Je dois dire qu'au tout début, c'était des solutions empiriques. Voilà, solutions empiriques, c'est-à-dire que du jour au lendemain, on a toujours été second, on se retrouve chef de service. Je crois que c'est ce que Maïmouna appelle le leadership de position. De fait, je suis la patronne. De fait, c'est moi qui dois donner trouver les moyens. On va vous dire, il n'y a plus de javel, il n'y a plus de feuilles pour imprimer, il n'y a plus d'encre. Vous devez trouver les moyens. Donc, bien sûr, les solutions empiriques, c'est d'abord demander conseil un peu partout, aux mentors. C'est aussi demander de l'aide, parce que à ce moment-là, on descend de son piédestal. Il y a un service qu'il faut faire fonctionner. Il faut trouver les moyens de pouvoir continuer à fonctionner. Un élément qui m'a beaucoup aidé, c'est que dans le cadre de la qualité, on était déjà habitué à faire des réunions de coordination. Donc ça, on les faisait de façon régulière dans le service. On essayait toutes les semaines, sinon tous les 15 jours. Et ces réunions permettaient aussi voilà, de remettre un peu la charge sur l'ensemble du personnel et d'écouter aussi ce qu'ils avaient à nous dire. Donc, le développement, savoir écouter les autres, je pense que c'était obligatoire et pouvoir définir à chaque fois une stratégie. Alors, des fois, ça marchait, des fois, ça marchait moins bien. Et je vous ai dit au départ que j'étais militaire, donc ça crée aussi des défauts. C'est qu'on a l'habitude voilà, d'être tranchant,
Voilà. Maintenant, il fallait apprendre à être un peu plus souple. Voilà. Donc, tous ces éléments, je pense, ce sont des stratégies qui ont été apprises au fur et à mesure. Mais je dois dire que je pense, ce qui m'a vraiment aidé, ce sont les formations que j'ai eu à faire sur le leadership. Une de ces formations, c'est celle que j'ai eue avec Maïmouna dans le cadre du renforcement des leaderships des personnels qui travaillent dans les laboratoires, formation organisée par l'OMS, qui a été organisée avant la COVID. Mais avant cette formation, j'en ai eu une en 2021, une formation sur le leadership qui m'a permis, en tout cas, de mieux réorganiser ce que je faisais de façon empirique. La première chose, c'était comment gérer le changement. Le changement, c'était d'abord le changement de ma position, mais également le changement au niveau de notre structure, au niveau de nos activités. Des choses que j'ai retenues, c'est qu'il fallait savoir sortir de sa zone de confort. C'est-à-dire, comme ça a été dit tantôt, hein, on se voit bien, on pense que si ça ne marche pas, c'est les autres. Déjà, le fait de pouvoir se remettre en cause et de se poser des questions, d'apprendre à mieux se connaître soi-même. En tout cas, cette formation a été la première qui m'a vraiment titillée sur la nécessité que j'avais de pouvoir sortir de cette zone de confort. Mais également, dans la gestion du changement, il y avait un élément important. C'était comment trouver les sources de motivation pour le personnel. Parce que pour réussir, en tant qu'enseignant, je voyage beaucoup, je m'absente beaucoup, je suis appelée à aller à des réunions, etc. Et pendant que vous n'êtes pas là, il faut que le travail continue. Je n'avais pas d'assistant comme moi, j'avais servi à l'époque à assister. J'avais une équipe de jeunes, la plupart des masters en sciences, des fois des thésards en pharmacie. Mais comment arriver à motiver ce personnel pour qu'il continue de travailler? Donc ça, vraiment, c'était un gros problème. Et je pense que cette formation m'a aidée. Cette formation m'a aussi ramené à quelque chose, c'est qu'il fallait que je réorganise tout ce que j'étais en train de faire. Et ça passait d'abord par un élément important, c'est qu'il fallait que je définisse où est-ce que je voulais aller, où est-ce que je voulais amener le laboratoire, où est-ce que je voulais amener le personnel. Donc ça voulait dire définir une vision. Euh, on voulait certes redevenir le labo qu'on était, c'est-à-dire un labo qui compte sur la scène nationale, mais également sur la scène internationale. Et pour cela, il fallait qu'on se définisse des valeurs et des stratégies. Euh, un élément également important que j'ai appris, c'est qu'il fallait, pour y arriver, en fait, pouvoir définir les parties prenantes. Quels étaient les éléments clés qui intervenaient dans l'atteinte de cette vision? Il fallait que je tienne compte de mes patrons, patrons au pluriel. Certains patrons pouvaient influencer de façon positive sur mes relations avec les sociétés savantes. Donc, il fallait pouvoir gérer ces patrons-là parce que pour exister au plan international, pour pouvoir avoir des projets, il faut être connu. Pour être connu, il faut être mentoré, il faut être introduit. Donc, vous voyez que ces patrons-là aussi, il fallait que je les manage. Bien sûr, il y a les patrons qui me manageait directement, si je peux dire, mon chef de service, euh, le directeur de la service de santé. Ça, ce sont des patrons, en fait, qu'il faut manager. C'est-à-dire que nous devons faire attention à ne pas les froisser, etc. Parce que ceux-là, ils peuvent directement, en tout cas, impacter sur ce que vous faites. Donc, c'était important de pouvoir les connaître. Les bailleurs, bien sûr. J'étais toujours, je pense, c'est mon caractère militaire. J'étais quelqu'un qui n'avait pas sa langue dans sa poche. Je peux vous dire que j'ai appris avec le temps, non pas à ne pas dire mes idées, mais peut-être à les exposer de façon beaucoup plus
voilà, de façon à ne pas heurter les gens. Mais également l'équipe, les collaborateurs, comment gérer cette équipe. Nous n'avons pas tous la même, je vais y revenir, c'est ce qu'on appelle aussi un peu l'intelligence émotionnelle. Comment mieux comprendre les autres, mais si on ne se comprend pas soi-même, on ne peut pas comprendre les autres. Et puis, il y avait aussi le work-life balance. Comment arriver à gérer avec tout ça la vie de famille? Donc, l'apprentissage, le management des parties prenantes, c'est vraiment un élément important qu'on n'apprend pas par ailleurs. En tout cas, moi, c'est ce cours qui m'a permis de comprendre que, ben, il fallait que je tienne compte de toutes ces personnes. La formation sur le leadership m'a également appris à un peu mieux gérer les conflits. Vous savez, les laboratoires dans nos pays, c'est surtout des femmes. Hein. On a, on va dire, on est 80% de femmes. Les femmes, moi, la première, c'est beaucoup de susceptibilité. Voilà, comment arriver à concilier les positions, mais tout ça, ça veut dire aussi qu'il fallait comprendre ses propres défauts, ses qualités, si on voulait comprendre les autres. Et dans tout ça, comment rester objectif? Des fois, vous avez des collaborateurs avec lesquels peut-être vous vous entendez mieux, mais peut-être qu'ils n'ont pas forcément raison. Voilà, comment rester objectif dans la gestion des conflits? J'avoue que c'était un gros problème. Et il y a des modèles qui nous ont permis de mieux pouvoir gérer tout ça. Et pour finir, la notion de leadership transformationnel. J'ai des collègues qui déjà dans les années 2010 me parlaient de leadership. Je ne comprenais pas. Mais je pense que c'est quand j'ai fait ce cours que j'ai compris c'était quoi la notion de leadership transformationnel. Comment est-ce qu'on pouvait soi-même, en tout cas, apporter les changements nécessaires pour atteindre un objectif, mais comment le faire en entraînant un groupe. La notion d'intelligence émotionnelle, comment est-ce qu'un petit chat peut se regarder dans la glace et croire qu'il peut faire des choses extraordinaires. Et c'est en ayant cette croyance qu'on arrive justement à se dépasser et à dépasser les montagnes. Les résultats, je pense que vraiment de façon très... j'ai peut-être résumé beaucoup de choses pour ne pas être très long. Je pense qu'aujourd'hui, je suis fière de dire que j'ai mis en place une équipe soudée, une équipe qui est orientée vers la même vision que nous avions définie, qui était d'abord de pouvoir maintenir le statut de laboratoire de référence. Ce n'était pas évident. Hein? En 2016, tout le monde disait, ouh, le LBV est mort. Et vous voyez, pour quelqu'un qui vient d'être prof, c'est dire que je vais hériter de quelque chose qui est déjà mort. C'était très difficile. Il a fallu se battre et je pense qu'on est arrivé aujourd'hui. Nous sommes un laboratoire qui compte au plan national. Nous avons réussi à maintenir ce statut de labo de référence, mais nous comptons également au plan international parce qu'aujourd'hui, les bailleurs qui avaient fui reviennent. Ils veulent travailler avec nous. Et si aujourd'hui, j'arrive à organiser une session éco, c'est pas moi, ma personne toute seule, c'est parce que j'ai toute une équipe qui est là. Si on enlevait le Zoom, vous allez voir qu'ils sont tous là. Ils m'accompagnent parce qu'ils ont compris que l'objectif qui est là, qui est de renforcer notre leadership tous ensemble, c'est un objectif qui est partagé. La démarche qualité, elle est bien ancrée. Je crois que, merci Conan. Conan vous montre voilà, l'équipe qui est là, tout le monde n'est pas là, mais il y en a quelques-uns qui sont là. Conan qui nous accompagne, Seydina. Aujourd'hui, nous avons une équipe. Je pense qu'on est moins nombreux que lorsqu'on était à Le Dantec, parce qu'à Le Dantec, on était près de 100 personnes, tout, le labo tout en entier, mais ici, nous sommes une équipe d'une vingtaine de personnes et nous arrivons à faire des choses tous ensemble. La démarche qualité est bien ancrée. Aujourd'hui, nous sommes revenus au niveau 5 étoiles. Nous pensons qu'on va retourner bientôt, en tout cas retrouver notre statut de labo accrédité. Donc, pour nous, c'est une fierté.
Et je crois que tout ceci aussi a été possible parce qu'on a réussi à former les membres de l'équipe, à leur permettre d'arriver à un niveau d'autonomisation tel qu'il est possible aujourd'hui de les responsabiliser. Chacun s'occupe de quelque chose et je crois que c'est vraiment une grande fierté. Euh, L'autre élément qui me semble important, c'est le développement du personnel. Euh, Chaque année, dans le cadre de la qualité, on fait ce qu'on appelle un entretien de développement personnel, où chaque membre de l'équipe dit, voilà, qu'est-ce qu'il a eu à faire l'année dernière, qu'est-ce qu'il aimerait atteindre l'année suivante, qu'est-ce qui ne lui plaît pas dans ce que nous gérons, etc. Et je crois que le fait d'avoir réussi à mettre en place ce climat de confiance et d'échange, ça permet vraiment au personnel de pouvoir se développer. Et ce développement, c'est aussi au plan professionnel, c'est-à-dire que ceux qui avaient des masters aujourd'hui sont au niveau PhD, ceux qui sont en PhD, il y en a qui sont en train de soutenir leur thèse. Donc, c'est 6 ans avec des gens qui sont là et qui participent au travail quotidien. Mais ma plus grande fierté, c'est que le labo de Bactério avait une tradition. C'est qu'aucune conférence au plan international sur le VIH-Sida ne se tenait sans qu'on puisse y participer. Et en 2006 au Rwanda, parce que nous avions des communications de qualité qui avaient été acceptées. Et ça, vous ne pouvez pas savoir. Pour moi, on va dire que c'est l'achievement. C'est vraiment ce que moi, je pouvais faire de mieux. Bah, bien sûr, les publications scientifiques, ça compte, mais aller se mettre devant ses pairs au plan international et présenter des résultats de recherche d'un petit pays comme le Sénégal, mais encore d'un petit labo voilà, qui était voué à disparaître, pour moi, c'est la plus grande fierté. Et aujourd'hui, pour finir, certains membres de notre équipe arrivent à gérer eux-mêmes des projets de recherche. Alors, tout ceci, Maïmouna, c'est la dernière diapo, je n'ai pas pu faire la dernière. La dernière, je crois que c'est dire que tout ceci, ça a été possible parce que nous avons aussi regardé nos mentors, la façon dont ils nous avaient coachés, la façon dont ils nous avaient accompagnés avec beaucoup de générosité. Et je crois que c'est ça qu'on a essayé de reproduire dans notre entourage. Et voilà, alors après, on se voit toujours bien. Hein. Il y a peut-être des choses qui se sont moins bien placées. Euh, les membres de mon équipe vous diront que je suis quelqu'un de très stressé, rien que pour une session écho comme ça, avant qu'elle ne commence, tout le monde est à cran. Voilà, ça aussi, peut-être que c'est le fait de pouvoir travailler sous pression. Tout ça, ce sont des éléments, je pense, qu'on a acquis et qui nous ont permis d'être là où nous sommes aujourd'hui. Voilà, Maïmouna, j'espère que je n'ai pas été trop longue. Voilà ce que je voulais participer, en tout cas, partager avec la communauté sans être trop, voilà, en toute humilité, hein, vraiment en toute humilité. Voilà, voilà ce que je voulais partager. Je te rends la parole. Merci. Non, un grand, grand, grand merci à professeur Alimatou pour ce partage magnifique, hein. Moi, je trouve qu'il est magnifique parce que il est très, très inspirant. Et je pense que ça nous inspire tous, là où nous sommes aussi, à toujours vouloir faire preuve, parce que là, on voit vraiment trois choses qui se démarquent. C'est cette, comme on l'a dit tout à l'heure, l'humilité, la volonté, le courage. Et donc, c'est un très, très beau témoignage et qui nous inspire. Maintenant, je pense, professeur Alimatou, peut-être qu'on peut donner aussi la parole aux autres s'ils veulent peut-être poser des questions ou faire des contributions sur ce que vous venez de présenter. Oui, la parole est à qui veut la prendre. Je ne sais pas si quelqu'un a. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut dire un mot après ce beau témoignage que je viens de faire? Oui, je vois quelques. Voilà, il y a 2 mains qui sont levées. Conan, je ne te donne pas la parole.
D'abord, Dabré. Dabré, vous avez la parole. Ok, merci, bonsoir à tous. Et vraiment, merci beaucoup pour ce passage et ce partage. Vraiment, bon, ma question ici est que comment vous êtes arrivé à lier en fait le travail et puis les tâches. Bon, mais si, bon, je crois que vous êtes marié. Comment vous avez pu essayer de joindre les deux, les travaux à la maison et puis bon, le travail au service aussi et l'entente aussi avec un monsieur qui vous a accompagné à faire tous ces parcours-là aussi. Ah, vraiment, je retire mon chapeau pour monsieur d'abord parce qu'il a accepté à vous accompagner pour mener tous ces pour être un leader dans tout parcours et autres là. Vraiment, je retire mon chapeau pour lui. Et à vous aussi. Ok, merci. Merci beaucoup, Dabré. J'avais vu que Ansouman Keita avait levé la main. Est-ce que vous voulez dire un mot, Ansouman? Bon, en attendant que Conan, oui, Conan, allez-y. Je vais quand même vous donner la parole. Merci, professeur. Je pense que là, je prends une autre casquette. C'est de travailler avec vous et peut-être que tout ce que vous venez de le dire, peut-être bon, pour moi, c'est juste 20 ou 25% de ce que j'observe. Ben, euh, au fait, des fois, on se demande comment vous arrivez à... Parce que des fois, lorsqu'on a trop de stress, on a trop de challenge, on a des personnes à gérer, on a des émotions à gérer. euh, il existe certaines procrastinations qui fait qu'on a peur d'avancer. Il existe même des fois un aspect au niveau du burn-out lorsqu'on se rend compte que le challenge est tellement grand qu'on n'arrive plus à avancer ou des difficultés personnelles ou au niveau institutionnel bat notre vision. Comment vous arrivez, quelle est votre inspiration qui vous dit que c'est possible, je vais y arriver? Comment je ne sais pas si c'est votre intelligence émotionnelle qui fait qu'à tout moment, vous avez ce leadership au niveau de l'armée, mais des fois, souvent, on recule parce qu'on a tellement peur d'échouer. On rencontre tellement de difficultés qu'on se dit c'est impossible. Voilà. Qu'est-ce qui fait que vous avez toujours cette foi-là de dire je vais y arriver? Voilà. Si vous pouvez nous partager votre expérience, parce que votre parcours est différent. Merci beaucoup, Conan. Je vois qu'il y a la main de Émilienne Kouassi. Oui, bonjour professeur. Bonjour. En tout Et cas, quoi? félicitations pour ce programme et puis pour ce partage d'expériences très, très riche. Juste une préoccupation, enfin une petite question. Est-ce que dans la gestion de ce projet que vous avez conduit à rendre le labo certifié, est-ce que dans la mise en œuvre de cela, est-ce que parmi l'équipe, il y a eu des récalcitrants? Et si oui, comment vous avez réussi à les maintenir dans l'équipe? Parce que c'est pas évident. Voilà, c'est pas évident. Merci, professeur. Merci beaucoup, Émilienne. C'est ma coach, celle qui m'a formée à faire écho. Merci beaucoup pour le partage. Wopa, vous avez la main levée? Oui, merci professeur, merci à Dr. Kwasi. Et elle a exactement posé ma question parce que vous savez, l'une des tâches les plus difficiles, c'est la gestion des ressources humaines. Il y a toujours des brebis galeuses. Comment vous êtes vraiment essayé de canaliser pour que tout ça là, c'était ça parce que actuellement, moi-même en Guinée, à Conakry, j'accompagne une structure vers une certification ISO 9000, 9001. Donc, ce n'est pas toujours facile. Partagez encore. On a besoin de vos expériences. Je vous remercie. Merci beaucoup, Wopa. Il n'y a pas d'autres mains levées. Voilà, je fais facilitatrice, présentatrice de cas. Voilà, donc vous voyez un peu que c'est moi qui fais tout. Ah, Omar Traoré, ça c'est la Guinée encore. Allez-y, vous avez une question? Oui, bonjour, professeur, et toutes mes félicitations pour cette très bonne présentation sur ce grand thème. C'est vraiment un thème d'actualité qui nous intéresse beaucoup. Et malgré tout aussi, nous avons besoin de bénéficier de votre expérience
Et je profite pour vous demander, dans ce leadership, comment vous vous mettez à pied d'œuvre dans des situations de faible financement de vos activités pour la mobilisation des ressources au niveau de votre structure? Quel est ce leadership? Quelles sont les caractéristiques de ce leadership pour assurer vraiment dans les situations particulières cette mobilisation des ressources, surtout financières, pour atteindre vos objectifs? Encore 1000 fois merci et toutes mes félicitations. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Traoré, Oumar. Docteur Niabali Ousmane, vous avez la main qui est levée. Merci. Bonjour à tous. Merci beaucoup, cher professeur. Moi, juste un témoignage et surtout aussi demander quel est votre secret. Vous savez que moi, je suis déjà le fruit de l'UCAD, surtout chez vous, que nous avons coaché en faisant le master à Dakar. Et après ma finition de master, vous nous avez conseillé de rentrer. Vraiment, je suis en train de faire mon petit programme de chef. Et je me demande vraiment quel est votre secret parce que nous avons toujours vu dans le travail étant très dynamique, très motivé. Et voilà, vous nous avez accompagnés et jusqu'à la fin, nous sommes vraiment très reconnaissants. Et franchement, nous nous inspirons de vous. Et nous avons besoin de tous. Merci encore une fois pour tout. Voilà, je ne saurais vous dire encore merci. Merci beaucoup. Nous rencontrons souvent dans les colloques et encore dans les formations ONETAM aussi en Guinée-Bissau. Et nous comptons sur vous et aussi partager vos expériences. On a besoin de votre secret. Ouais, longue vie à vous. Merci, professeur. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ousmane. La connexion n'est pas terrible. Merci beaucoup pour toutes ces questions qui ont été posées. Je vais commencer par la question la plus importante. Hein. Je crois que c'est celle de Mohamed Dabré. La première question, c'est comment est-ce qu'on arrive à gérer ça? Je pense qu'on ne peut, comment on arrive à gérer la famille? En réalité, je dois dire que si on arrive à ça, c'est parce que on a déjà un conjoint qui vous comprend. Sinon, c'est pas faisable, c'est pas possible. J'ai la chance que mon mari est militaire, il est aussi du corps médical, mais je pense que ça ne suffit pas. Le seul fait d'être, on a vu en fait, des fois quand la personne partage la même chose que vous, c'est pas pour autant qu'elle accepte que vous, en tant que femme, vous soyez toujours par moi et par vous, parce que la réalité, c'est ça. C'est que je suis souvent partie, je suis souvent en déplacement. Des fois, je n'ose pas vous dire tout ce que j'ai vécu. Il m'est arrivé, j'en suis pas fière, hein, mais il m'est arrivé de rentrer à la maison et il n'y avait rien à manger parce que je n'avais pas coordonné avec la bonne. Voilà. Donc, je veux dire, si vous n'avez pas quelqu'un qui vous comprenne, ça n'aurait pas pu se faire. Donc, j'ai beaucoup de chance. Je pense que Dieu m'a mis, en tout cas, a mis sur mon chemin un monsieur qui m'accompagne, qui ne cherche pas grand-chose pour lui-même, mais qui est toujours là à m'encourager à aller de l'avant. Donc, le reste, après, c'est de l'intelligence. Je suis pas riche, hein, mais à chaque fois que j'ai quelques sous, j'amène tout le monde sur la petite côte. Voilà, heureusement d'ailleurs que je suis professeur et que j'ai les moyens de temps en temps, une fois tous les 6 mois, de me payer un week-end en famille. Mais voilà, je n'hésite pas. Je pense aussi que c'est comme ça, surtout avec les enfants. C'est d'essayer tout le temps, voilà, d'être attentif, même si c'est pas toujours évident. Voilà. Mais en tout cas, je veux dire, il faut un conjoint qui comprenne. Il y a eu la question de comment est-ce qu'on est sûr qu'on va y arriver? On n'est jamais sûr de rien. Je pense que c'est aussi une déformation.
c'est que quand je suis engagée dans quelque chose, je n'ose plus revenir en arrière parce que je me dis, voilà, ce serait un échec. Et l'échec, c'est pas que je connais pas, mais il faut que j'aille jusqu'au bout, que je me cogne pour que je m'arrête. Donc, j'ai connu des échecs, comme toute personne, mais voilà, je fonce quand même. Je me dis toujours c'est possible, parce que aussi, j'ai eu des maîtres, j'ai eu vraiment, j'ai grandi aux côtés de personnes pour lesquelles, voilà, rien n'était impossible. Il n'y a que la volonté. On se levait, on arrive le samedi, on quitte le labo, on revient le lundi, le labo a changé. Parce que, voilà, on a pensé qu'il fallait améliorer quelque chose. Et je crois que c'est cette dynamique-là. Je dois dire que le laboratoire, les 20 ans que j'ai côtoyé mes maîtres à l'EDANTEC, ça m'a beaucoup formaté. Comme je vous dis, j'étais quelqu'un de très carré, dans une petite boîte. Voilà, j'ai des idées très faire. Je ne comprenais pas toujours que les gens ne le fassent pas. Pour moi, c'était du... Vous savez, en termes militaires, on dit c'est du sabotage. Voilà, la personne ne veut pas, c'est un manque de volonté. Donc, j'ai beaucoup appris parce que j'ai été avec des gens extrêmement généreux qui m'ont voilà, qui m'ont montré le chemin. Et voilà, donc je crois que c'est ça qui m'a aidé. Les récalcitrants, les brebis galeuses, oui, il y en a. Tout à l'heure ici, quand vous avez posé la question, beaucoup ont ri sous cap parce qu'ils se sentaient elles-mêmes brebis galeuses. C'est pas évident. Je pense que, et c'est là que je dis qu'il y a des outils qu'on vous apprend. Déjà, c'est de pouvoir identifier parmi vos collaborateurs quels sont les gens qui diront toujours non, qui n'iront jamais dans votre sens. Et ça, je me souviens toujours, je vais la nommer, Mama Ayou, professeur Aïssatou Gaye Diallo, ça a été mon premier maître. Elle me disait toujours, Alimatou, moi je travaille avec ceux qui veulent travailler. Et on ne comprenait pas, parce qu'on était dans une équipe, il y avait des gens qui ne travaillaient pas, on se disait, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a que nous, hein, il n'y a que nous sur lesquels elle tapait? Mais parce que c'est nous qui acceptions de travailler. Et je pense que quand je suis arrivée aussi en position, j'ai compris qu'il fallait que je fasse avec ceux qui acceptaient de travailler. Et finalement, les autres vont venir vous trouver. Au début, ils sont là, ils vous regardent d'un air, ça ne va pas marcher. Mais quand vous comptez sur les gens, sur les forces, et ça, je pense, c'est un élément, comme je dis, des fois, on le fait de façon un peu à l'instant, mais d'avoir fait ces cours, ça m'a permis de comprendre que c'était important de cartographier le personnel, de savoir quels sont les gens qui vont suivre le mouvement, quels sont les leaders dans le groupe sur lesquels vous devez vous appuyer et quels sont les gens qui diront toujours non, c'est pas possible. Et donc, c'est petit à petit, je crois que c'est toutes ces connaissances, honnêtement, je pense, qui m'ont permis de pouvoir relever les défis. Mobilisation des ressources, ça reste un gros problème. Je n'ai pas honte de le dire, hein, je pense que nous tous ici, on le dit partout à qui peut nous aider, on cherche du soutien. Nous sommes une équipe aujourd'hui de 18. Sur les 18, je crois que nous sommes 5 qui sont étatiques. Tout le reste, ce sont des gens qui sont là. Ils viennent tous les jours de 9h à 20h, qui sont au labo. Comment est-ce qu'on arrive à les motiver? Comment est-ce qu'on arrive à les faire travailler? Je pense que ça a été aussi un moteur pour écrire des projets de recherche. Parce que, voilà, j'ai appris de ce que j'avais trouvé, professeur Mbou, professeur Kumba. On n'a pas le choix. Il faut qu'on ait des projets de recherche pour avoir de la ressource. Et on ne crache sur rien du tout. Le plus petit projet qui nous rapporte 1 million, on prend. Le projet qui nous rapporte 10 millions, on prend. Voilà, et puis c'est le récoltage. Et tout ceci nous permet aussi d'améliorer nos conditions de vie. Parce que aussi c'est ça, il faudrait que tout ce qu'on a, qu'on puisse le partager.
Donc, je crois que voilà, vraiment, je n'ai fait que reproduire les modèles. Donc, ici, le plaidoyer que je lance, j'ai déposé mes dossiers partout au ministère de la Santé pour qu'on me recrute PhD, un bac plus 5, bac plus 6, bac plus 7, des compétences avérées. Donc, voilà, si dans le groupe, quelqu'un nous entend, voilà, nous cherchons encore à ce qu'on nous appuie pour le personnel, qui est un gros problème. Mais la mobilisation des ressources, il n'y a pas de secret. C'est écrire des projets de recherche, c'est être dans du réseautage, permettre, quand les gens vous connaissent et que vous faites bien, ils ont envie de vous accompagner. Je crois que c'est comme ça que le projet ECHO est né. On a dit, on voulait partager, on voulait accompagner les laboratoires. On sait qu'on ne peut pas être tout le temps sur le terrain. Professeur Bruce a dit tout de suite, voilà, je vous accompagne. Des moyens ont été mis, etc. Donc, je crois que c'est ça aussi, c'est avoir voilà, pouvoir, en tout cas, avoir de la suite dans les idées, savoir ce qu'on veut faire. Maïmouna, je suis désolée, je parle beaucoup. Voilà. Madame Maïmouna, en plus, c'est elle qui facilite, c'est elle qui... Oui, oui, c'est moi qui ai le micro. Non, le dernier mot, c'est qu'il faut donner l'exemple. Je pense que c'est ça. Je pense que les membres de mon équipe, ils peuvent tout dire de moi, mais ils savent que je suis une bosseuse. Je travaille. Je viens peut-être à 9 heures, mais je ne sors pas d'ici avant 19 heures, 20 heures. Et c'est tous les jours comme ça. Je travaille, je montre l'exemple. Ils rentrent, ils me laissent ici. Et maintenant, je suis contente de voir qu'il y en a quelques-uns qui restent jusqu'à 19 heures, voire 20 heures. Je me dis qu'ils ont compris que c'est en travaillant qu'on y arrive. Voilà. Merci beaucoup. J'ai beaucoup parlé. Maïmouna, je te rends la parole. Mais que dire hein, après ce très très bel exposé, vraiment félicitations. Et comme je dis, c'est tellement inspirant parce que là, on est vraiment dans la pratique. Et en fait, nous, voilà, à travers ces sessions, c'est ça qu'on cherche. Peut-être moi, je présente parfois certains concepts, mais c'est surtout, voilà, avoir des cas pratiques de leadership. Donc, vous donner la parole pour que vous puissiez témoigner et que vous puissiez aussi inspirer d'autres femmes. Donc, vraiment, je pense que Alimatou a fait cet exercice de façon extraordinaire et c'est vraiment un témoignage très, très inspirant. Merci beaucoup. Alors, pour finaliser, si on peut peut-être revenir sur la présentation, bon, je m'excuse encore de vous solliciter pour la présentation. Isabelle, vous pouvez fermer votre micro, s'il vous plaît? Maïmouna, 2 minutes, le temps que j'arrête. Oui, Je pas de cherche souci. que je puisse présenter. Faudrait-il que je retrouve? Voilà, c'est bon. J'ai la diapo. Voilà. Voilà, donc on était au témoignage. Donc, si on peut dérouler peut-être la diapo témoignage et la suivante. Voilà, donc par rapport là, on va juste aborder un point aujourd'hui par rapport à la connaissance de soi. Les autres points seront probablement abordés durant nos prochaines sessions, puisqu'on va parler des modes de pensée. Il y a les modes de communication, les styles de personnalité, les mécanismes de défense. Nous en parlerons lors des prochaines sessions. Alors aujourd'hui, pour parler des modes de pensée, parce que justement dans cette introspection, il est aussi important d'analyser ces modes de pensée. Alors si on peut venir sur la diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, l'importance de nos modes de pensée, un bon leader doit être capable de traiter l'information avec un système de pensée performant. Alors, on peut se demander qu'est-ce que c'est un système de pensée performant. En fait, c'est le système de pensée qui permet de générer la meilleure réponse, donc d'agir pour le mieux face à une situation donnée. Diapo suivante, s'il vous plaît.
Et nous allons parler d'une chose que nous connaissons probablement tous, mais que nous oublions parfois, ce sont les biais cognitifs. Alors, qu'est-ce que c'est un biais cognitif? Donc, le biais cognitif, c'est une distorsion dans le traitement des informations. C'est une déviation donc systématiquement de la pensée par rapport à la réalité. Et c'est important, surtout en tant que leader, de prendre conscience de ces biais afin justement de limiter leur impact, parce que parfois on va le voir, ça peut avoir un impact considérable. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, pour expliquer les biais cognitifs, on s'appuie sur les neurosciences qui nous disent que, en fait, on a deux grands systèmes de pensée. On a le système 1, qu'on va dire, c'est le système dont le mécanisme de pensée est ultra rapide, qui est pratiquement automatique, incontrôlable et qui fonctionne par association d'idées, d'émotions et d'expériences passées. Donc ça, le plus souvent, la plupart du temps, nous sommes branchés sur ce système S1 qui est un système de pilotage automatique, je pourrais dire. Et c'est important parce que c'est un mécanisme qui permet donc de réagir très rapidement sans trop réfléchir et aussi d'économiser donc de l'énergie puisque nous savons que notre cerveau consomme beaucoup. Mais c'est un système qui est aussi sensible aux biais cognitifs, c'est-à-dire aux raccourcis mentaux et aux erreurs de jugement. Diapo suivante, s'il vous plaît. Ensuite, nous avons le système S2, qui est donc le système de pensée qui va analyser les informations disponibles, donc réfléchir, les compléter éventuellement, et donc qui va vraiment prendre le temps de bien les traiter avant d'agir. Donc c'est un système qui est beaucoup plus long et coûteux en énergie, et c'est pour ça que la plupart du temps, nous sommes plutôt sur pilotage automatique. Alors, nous allons voir maintenant, de façon très pratique, qu'est-ce qui peut se passer quand nous sommes dans le pilotage automatique et quels sont justement les biais cognitifs auxquels nous pouvons être confrontés. Diapo suivante, s'il vous plaît. Je suis Maïmouna. Oui, donc, comme je disais, hein, la plupart de nos actions donc, proviennent du système S1. Donc, en fait, on est beaucoup plus dans nos programmes automatiques, la plupart du temps. Et maintenant, nous allons, diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, nous allons voir trois biais. Alors, il y en a énormément, hein. Il existe plus de 200 biais cognitifs, mais nous allons examiner trois biais cognitifs qui sont très fréquents, qu'on voit très, très souvent, et qui doivent aussi donc nous amener justement à réfléchir sur ces biais cognitifs. Donc, l'effet de halo, on va parler de l'effet d'ancrage et le biais de confirmation. Diapo suivante, merci. Alors, l'effet de halo ou de notoriété, c'est la tendance à attribuer des qualités ou défauts à des personnes juste sur des apparences physiques. Mais de manière plus générale, on va rendre plus positives ou négatives certaines caractéristiques d'une personne, d'un groupe, d'une marque, même sans vérification, à partir de caractéristiques que l'on avait préalablement jugées positivement négatives. Alors, je vais donner un exemple très parlant qu'on retrouve souvent, alors surtout dans les processus de recrutement. Souvent, lorsque nous allons recruter des personnes, et c'est des choses qu'on remarque, hein, si la personne a une belle apparence, une belle allure, quand je dis belle allure, bien sûr, c'est toujours subjectif, hein, parce que chacun a ses critères, mais qui correspond en tout cas à nos critères, que la personne présente bien, qu'elle est éloquente, alors très souvent, nous allons automatiquement penser que la personne est compétente. Parce que notre cerveau a tendance à généraliser. Donc, à partir du moment qu'il a une impression positive sur une personne, il va penser que la personne, elle est compétente dans tous les différents domaines. Et parfois, on se rend compte justement quand il y a des processus de recrutement, qu'il y a des personnes qui ont des CV beaucoup plus intéressants, mais qu'on aura peut-être tendance à ne pas vouloir recruter au premier abord, juste parce que la façon dont elles sont présentées ou bien leurs attributs physiques ne correspondent pas à nos caractéristiques, à nos critères en fait. Donc c'est là où, en tant que leader, justement, quand on prend des décisions importantes, il faut toujours faire très attention à ça. Et vous savez, en marketing, les gens aussi jouent énormément sur cet aspect. Aujourd'hui, il y a de nombreux produits
où les grands producteurs vont investir énormément de moyens dans l'emballage, hein, pour vous présenter un très bel emballage, très bien présenté, alors que le produit en soi est plutôt de qualité douteuse, hein. Et on le voit souvent d'ailleurs dans les produits, bon, nous qui sommes des femmes, hein, dans les produits cosmétiques, il y a souvent énormément de produits chimiques. Et donc, ce sont des produits parfois qui sont même pas bons, qui peuvent être nocifs, mais nous sommes prêts à payer très cher parce que tout simplement, le produit est présenté dans un très bel emballage. Donc, il faut toujours faire très attention, surtout quand il y a des décisions importantes à prendre, se poser la question, est-ce que là, je ne suis pas peut-être dans un biais cognitif? Donc ça, c'est l'effet de halo. On va voir aussi un autre biais cognitif. Alors, l'effet d'ancrage, c'est en fait comment est-ce qu'on peut influencer le jugement d'une personne, hein. Donc, c'est l'évolution du jugement lorsqu'on introduit une information initiale. Et là, donc, il y a des expériences qui ont été faites avec deux groupes de personnes. Donc, le premier groupe, on leur a demandé, on les a mis dans deux salles séparées. On a demandé au premier groupe combien mesure une baleine bleue. La réponse du groupe 1, c'était 30 mètres. Et ceux qui étaient dans la salle, dans la deuxième, combien mesure une baleine bleue, en les influençant en disant est-ce qu'elle mesure plus de 50 mètres. Donc on leur a donné une information initiale et automatiquement, on s'est rendu compte que le groupe 2 avait tout de suite une réponse très différente du groupe 1, puisqu'ils ont parlé de 60 mètres. Et alors que la bonne réponse, c'est environ 25 mètres. Donc on se rend compte que nous avons tous quelque part ce pouvoir d'influence les uns sur les autres. Et nous devons faire très attention. Moi, je le dis surtout dans le cadre du travail, parce que parfois nous voyons des collaborateurs, des collègues, etc., qui vont colporter certaines rumeurs sur des personnes, alors que ces rumeurs ne sont pas toujours fondées. Et c'est souvent ça qui amène à avoir des préjugés, alors que on ne connaît pas bien la personne. Parfois même la personne, elle n'est même pas encore, elle est même pas encore arrivée dans le laboratoire, qu'on a déjà entendu certaines rumeurs, et cela change notre attitude vis-à-vis de la personne. Donc là aussi, ce sont des biais cognitifs, parce que nous nous laissons influencer par rapport à des informations dont nous n'avons pas vérifié l'exactitude. Donc ça aussi, c'est vraiment un point qui est important. Il faut toujours être alerte par rapport à ça. Et le troisième biais cognitif, c'est le biais de confirmation. Donc là aussi, notre cerveau fonctionne comme ça. Il a toujours tendance à donner plus d'importance aux informations qui confirment nos croyances. Donc je donne un exemple. Là aussi, vous avez un collaborateur qui vous a fait une mauvaise impression et vous pensez qu'il est incompétent, eh bien, vous allez constamment rechercher des informations qui vont dans le sens pour prouver qu'il est incompétent. Et même si par ailleurs, il fait un bon travail, vous n'allez pas percevoir les bonnes choses qu'ils font parce que vous êtes focalisé sur ces incompétences, parce que vous voulez confirmer, parce qu'on a toujours tendance à vouloir avoir raison. Donc, on va essayer toujours de confirmer l'étiquette qu'on a donnée à notre collaborateur. Donc là aussi, il faut faire très attention, hein. En général aussi, il faut toujours être très pondéré et très nuancé. Je pense que professeur Alimatou l'a bien souligné tout à l'heure, de ne pas tout de suite étiqueter les gens, les enfermer. Les gens ont parfois des hauts et des bas. Ils sont capables de faire parfois de très grandes choses, parfois de moins bonnes choses. C'est l'être humain qui est ainsi. C'est un être complexe et il faut toujours faire très attention à ne pas tout de suite enfermer les gens dans des étiquettes. Et je voulais aussi dire un petit mot sur la susceptibilité, puisque c'est vrai qu'en plus, comme on parle des femmes, et les femmes ont souvent cette tendance à être en général plus susceptibles encore que les hommes. Et la susceptibilité aussi, c'est souvent ça, parce que la susceptibilité, c'est quoi? Ce sont souvent des personnes qui pensent que tout est dirigé contre elles. Bon, il suffit par exemple que voilà, votre collègue passe et qu'il oublie de vous dire bonjour, hein, pour X raisons, peut-être parce qu'il avait des problèmes à la maison, qu'il était préoccupé, etc. Et automatiquement, la personne va commencer à se faire tout un film en se disant
Ah, mais bon, c'est peut-être parce que voilà, il n'est pas content, il m'en veut, et voilà, et on rentre comme ça dans un cinéma finalement qui est fondé sur absolument rien. Donc, nous devons vraiment faire très attention dans le traitement de l'information à, ne, à bien analyser hein, la façon dont nous traitons l'information pour ne pas tomber dans ces pièges des biais cognitifs qui peuvent nous pousser parfois même à prendre des décisions qui vont aller à l'encontre de nos intérêts et à l'encontre de l'intérêt du laboratoire ou de la structure que nous dirigeons. Donc voilà, il faut faire très attention à tout ce qui est préjugé, susceptibilité, la généralisation aussi. Hein, donc on a eu une mauvaise expérience avec une personne et voilà, hein, tout ce que la personne fait, voilà, on va commencer à vouloir généraliser. Ou alors on classe les personnes. Hein, parfois aussi on a cette habitude en disant voilà, les personnes de telle ethnie sont comme ça, les personnes de telle. Bon, on aime bien blaguer avec ça, mais il faut faire parfois attention aussi que ça ne se développe pas en croyance avérée. Donc ça, c'était voilà, un petit clin d'œil. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, comment est-ce qu'on peut justement limiter les biais cognitifs? C'est en développant la pensée critique. Donc, c'est vraiment la pensée critique qui va permettre d'agir sur les biais cognitifs, la pertinence des informations, de produire des jugements logiques et réfléchis et ne pas accepter toutes les affirmations. Quand quelqu'un vient vous raconter des choses sur un collaborateur, sur un collègue, etc., je ne dis pas qu'il ne faut pas en tenir compte. Hein. Vous pouvez le mettre quelque part dans votre cerveau, mais vous-même, faites-vous toujours votre propre opinion basée sur des faits concrets. Ça, c'est très important. Diapo suivante. Alors, les éléments fondamentaux de la pensée critique, la curiosité, qui est la volonté d'en apprendre davantage, de rechercher toujours des données probantes et de s'ouvrir aux nouvelles idées. Le scepticisme, comme on l'a dit, hein, c'est l'habitude saine de remettre en question les informations et de ne pas croire à tout ce que l'on entend. Et puis l'humilité, bien sûr, qui est aussi la capacité à remettre en cause ses opinions et ses idées lorsqu'on est confronté à de nouvelles données convaincantes. Donc, on peut avoir une opinion sur une personne, on peut avoir une opinion sur une entreprise, mais si on est confronté à de nouvelles données probantes, qu'on soit toujours assez souple pour se remettre en cause et se dire, tiens, là, peut-être que je me suis trompé, que j'ai fait une erreur de jugement et je suis prêt à revoir mon jugement. Diapo suivante, s'il vous plaît. Et aussi de pratiquer l'écoute active, c'est quelque chose aussi de très important parce que on a tendance à écouter sans écouter très souvent. Hein. On aime bien, alors ça c'est une tendance, je pense qu'on est formaté comme ça par l'école, hein, à avoir cette envie d'avoir raison. Ce qui fait que souvent quand on communique avec l'autre et qu'on défend une opinion, on n'écoute pas ce que l'autre dit, on n'est pas ouvert pour recevoir de nouvelles informations, mais on réfléchit à comment défendre nos informations et faire en sorte qu'on va avoir raison sur l'autre. Et en ce moment-là, ça veut dire qu'on n'a pas compris le message de l'autre. Donc, c'est aussi de pouvoir à tout moment faire le vide, enfin de pouvoir pousser nos informations pour recevoir et accueillir les informations de l'autre et analyser ces informations pour voir est-ce qu'elles font du sens et si elles font du sens, pourquoi ne pas travailler avec ces informations? Parce qu'on s'enrichit toujours avec les informations des autres. Donc, c'est vraiment ça l'écoute active. Donc, être attentif, savoir reformuler, résumer, vérifier notre interprétation. Quand on ne comprend pas, ne pas hésiter à clarifier par des questions, observer. Et bien entendu, se remettre en cause, donc toujours vérifier les sources d'informations afin d'identifier aussi les conflits d'intérêts, parce qu'il y en a parfois, hein, parfois dans un labo, il peut y avoir des clans, hein, je donne encore un autre exemple. Donc quand vous êtes nouveau et que vous venez en tant que chef de service, peut-être les personnes d'un clan vont vous donner des informations pour vous monter contre l'autre clan. Bon, tout ça, on est des êtres humains, hein, c'est des choses que nous avons eu à vivre. Donc, il faut faire très, très attention hein, et voir aussi pourquoi parfois les gens vont vous donner des informations dans un sens, c'est peut-être parce qu'ils ont des intérêts, etc. Toujours analyser la pertinence et la qualité des informations
et remettre en cause les anciens schémas de pensée, nos croyances. Parce que nos croyances, ce sont un peu des programmes. Et comme tous les programmes, il faut faire régulièrement des mises à jour. Hein. Il faut donc nettoyer ces programmes, voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qui nous limite, revoir nos systèmes de croyances. Et c'est comme ça, justement, qu'on va rendre notre système de pensée de plus en plus performant. Donc voilà ce qu'on voulait partager avec vous par rapport à nos modes de pensée, le traitement des informations. Donc si vous avez, je pense qu'on est presque, est-ce qu'on a dépassé le temps? On est dans les temps à 1 minute près, hein, je crois. Donc je redonne la parole au professeur Alimatou et merci. Merci beaucoup, Maïmouna. Merci pour cette très belle présentation sur la pensée critique et les biais cognitifs. Je pense que moi, je sais pas, chaque fois que j'écoute, je t'écoute, je me renvoie en fait ce que tu dis et voilà. Et effectivement, le halo, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. C'est vrai que des fois, on a tendance à suivre un peu, voilà, ce que les autres pensent et ça peut effectivement mal nous orienter. C'est vrai que nous sommes à 14h30. Est-ce qu'il y a des questions d'éclaircissement dans, dans le groupe? Est-ce que quelqu'un veut... Il suffit juste de lever la main pour poser la question. Sinon, on vous a envoyé un sondage dans le groupe, dans le chat. Le sondage, c'est juste pour que vous me donniez un peu votre retour sur ce que nous sommes en train de faire, comment améliorer les sessions écho, comment vous les voulez. J'ai vu les messages des différents collègues, professeur Benga, professeur Fat Samba, professeur Soukeidja, merci à toutes. Wopa, Tinimbi, Sultura, Pascaline, merci beaucoup à tous. Traoré. S'il n'y a pas de questions, il est 14h30. Le principe de ECHO, c'est commencer à l'heure et finir à l'heure. Donc, nous allons peut-être redonner la parole à Maïmouna pour un dernier mot. En tout cas, on aimerait bien avoir votre feedback. Il y a un sondage qui a été envoyé sur le chat. Merci de nous donner votre avis sur comment est-ce qu'on peut améliorer ces sessions ECHO. Maïmouna, un dernier mot? Donc, que dire? Sinon, on vous remercie encore hein, pour votre brillante prestation, votre brillante présentation. Et puis, je pense que peut-être les gens ont faim aussi. On s'approche de 14h30. Donc, souhaitez bon appétit à ceux qui n'ont pas encore mangé. Et merci encore. Merci beaucoup. Merci à tous. Je pense que c'est Maïmouna qu'on doit applaudir. C'est elle qui nous... moi, c'est mon coach, hein, même à distance. Voilà, j'apprends, je retourne toujours à la source de ce qu'elle m'a appris, mais également, j'ai mes autres documents que je consulte. Je n'hésite pas à consulter. Je pense que le leadership, ce que nous sommes en train de faire, c'est juste donner quelques esquisses. On n'a pas la prétention de former vraiment tout le monde sur le leadership, mais voilà, on essaye juste